Salut internaute, moi c'est Alma et bienvenue dans ma toile. Aujourd'hui, je te propose d'embarquer pour une aventure estivale qui a fait trembler plus d'un col blanc, le camp d'été décolonial. Vu que j'ai à peu près tout lu et tout entendu et son contraire sur le CED, on va tranquillement commencer avec quelques définitions et une mise en contexte pour essayer d'éviter les malentendus. Accroche-toi, c'est parti. Décolo quoi ? Décolonial, définition. Ah bah non, pas de définition de décolonial dans aucun dico français. Le correcteur d'orthographe ne connaît pas non plus. Ça semble intéresser du monde. Bon, du coup, je vais donner ma définition. Je suis pas non plus une spécialiste. Libre à toi de faire tes propres recherches et de compléter ce que je propose. La décolonialité, pour moi, c'est en gros un courant de pensée qui émerge des anciennes colonies et de leur diaspora et qui englobe des travaux et des initiatives qui se penchent sur tout ce que recouvre la réalité de la domination et du pouvoir colonial. Ici, on parle de celle des pays européens qui ont conquis le monde entier au nom d'une couronne ou d'un dieu. Ce qui a changé le monde, ça définit des rapports de force très violents entre les pays du Nord et les pays du Sud. Bon, tout ça, c'est dans l'objectif d'y mettre fin. La domination. Tu vas me demander, c'est quoi le lien avec le racisme ? Le colonialisme, c'est un système politique impérialiste, conquérant, violent et meurtrier qu'il a bien fallu justifier, surtout à une époque où la morale religieuse, catholique, avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui. Et pour justifier ces horreurs, quoi de mieux qu'une doctrine pseudo-scientifique de racialisation, qui peut servir de fondement rationnel à la glorieuse mission. Alors on envoie les missionnaires, les militaires, les dignitaires, les diplomates vers tous les continents pour, d'une main, civiliser les races inférieures, comme dit Jules Ferry, et de l'autre, faire du billet en masse. Oui, Jules Ferry, le mec qui a je ne sais pas combien de rues et d'écoles à son nom. Mais bon, passons. Pour faire vite, le racisme, c'est le cadre de pensée qui a permis de telles horreurs. Facile de maltraiter et massacrer celles et ceux à qui on dénie le statut d'humain. Racisme et déshumanisation sont indissociables. Et c'est à retenir. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent être qu'à la gloire des chasseurs. Étudier l'histoire avec un grand H. Ça inclut donc, en théorie, liste non exhaustive, invasion, vol, pillage, meurtre et exécution de masse, crimes sexuels, déportation de peuples réduits à l'esclavage et aux travaux forcés par les armes, déracinement d'enfants pour repeupler les territoires vides de la métropole, commerce basé sur l'exploitation irraisonnée de ressources, donc pollution, désastre écologique, ingérence politique pendant Dieu sait combien de temps, et sur littéralement tous les continents. La colonisation européenne a été un véritable rouleau compresseur géopolitique. Elle a défiguré des continents, la décolonialité entend décortiquer ces histoires pour mettre fin à ce système inhumain et pour se prémunir d'une récidive et essayer de guérir collectivement, après évidemment le réglage des comptes, pour mettre en place un futur viable pour tout le monde. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. Penser décolonial, c'est se demander quelles sont les conséquences en termes de pouvoir, de souveraineté, de propriété de territoire, de partage de richesses, de spiritualité et de langage, mais se le demander depuis un autre point de vue que celui des colons ou de leurs descendants. Le colonialisme 2.0. Et aujourd'hui, on parle de néocolonialisme. La gestion des ports de Conakry en Guinée et Lomé au Togo, et tant d'autres par le groupe Bolloré, des centaines d'ONG occidentales installées au Burkina Faso qui brassent des subventions faramineuses qui permettent notamment à des occidentaux aliénés en manque d'humanité d'aller se dépayser et ravir des gamins pauvres à l'autre bout du monde en espérant se racheter une conscience. Juste diverses formes de néocolonialisme. Tout ça en rabâchant à la terre entière un postulat complètement arbitraire. White is right. Quoi qu'il en coûte, le blanc, c'est bon, le blanc, c'est bien, c'est humain. Le neurocolonialisme, comme dit Laban. En fait, le racisme fait partie de l'idéologie néocoloniale.
Ça va, la colonisation, c'est fini. Bon, déjà, tu te calmes, parce que tu as tort. En plus, on a baigné dans cette mentalité coloniale depuis la naissance, à peu près partout sur le globe, depuis des siècles. Et genre toi, tu y as échappé par magie. Et pour le colonialiste, l'Africain non plus n'existait pas. Il n'y avait ni Angolais, ni Maliens, ni Algériens, mais des sauvages. Une domination étrangère pour se maintenir doit éliminer la résistance. Elle doit ou bien briser la culture d'un peuple, c'est-à-dire ce qui lui donne la force de résister, son histoire, sa langue, bref, son identité, ou bien éliminer la population. Ethnocide ou génocide. Le génocide n'étant pas rentable, c'est la répression, la négation, l'aliénation de la culture. Comment? L'apartheid ou le camp de concentration. L'assimilation ou la culture européenne substituée aux incultures africaines. En réalité, l'assimilation des élites, c'est-à-dire des collabos. Pour les masses, c'est l'apartheid. La main-d'œuvre est correcte dans l'ensemble. Évidemment, on a des problèmes de travail parce que on ne peut pas dire qu'ils soient très très courageux, mais enfin, on s'en sort quand même. C'est-à-dire qu'au point de vue rendement, c'est assez médiocre. Enfin, avec le nombre, on arrive quand même à s'en sortir. La qualité de la main-d'œuvre, enfin tout au moins le travail de la main-d'œuvre est propre au pays. On ne peut pas le changer. La mentalité de l'Africain. L'Africain est travailleur. Hein, il faut savoir le faire travailler. Tout est prétexte à danser. Pays simple et heureux, où tout se fait en musique. Les deux extraits que vous venez d'entendre sont issus du documentaire de William Klein, le premier festival panafricain d'Alger en 1969. Bon, cette mentalité coloniale, ok, elle a eu un makeover, mais elle est toujours présente et inextricablement liée à l'avènement de nos démocraties libérales. Tiens, la BNP qui vient d'être inquiétée dans une affaire d'achat d'armes dans le cadre du génocide au Rwanda en 1994. Et les interventions militaires occidentales un peu partout. La colonialité, c'est vraiment le rapport que les puissants d'Occident ont établi avec le reste du monde, avec le consentement des populations métropolitaines occidentales, leur conscience contre du sucre, du café, du chocolat. Aujourd'hui, c'est la fast fashion, les smartphones et toujours du chocolat et du café. La peau du colon ne vaut pas plus cher que la peau du colonisé. La culture du colon ne vaut pas plus cher que celle du colonisé. Si tu veux un autre exemple de ce que j'entends par mentalité coloniale contemporaine, je t'invite soit à lire mon post Le temps béni des colonies sur mon WordPress, ou encore mieux, les écrits du penseur, philosophe et psychiatre décolonial martiniquais Frantz Fanon, qui était très engagé dans la lutte et la résistance anticoloniale en Algérie. Donc notre cadre de pensée est hérité de cette époque. Notre culture et donc nos esprits s'y sont habitués, et on est tellement le nez dedans qu'on ne le voit plus. La décolonialité, c'est l'empuissancement des enfants de cette histoire qui remettent des points sur les i et qui présentent la facture de l'histoire et quelques débuts de solutions. Pensée décoloniale 2 ou 3.0, c'est décentrer le sujet politique d'une histoire humaine écrite par les vainqueurs et rétablir une forme de justice pour les crimes commis qui restent encore très peu connus chez nous et qui semblent complètement échapper à la justice internationale malgré des demandes insistantes. Cupidité, culpabilité. Forcément, quand il y a des appels à la restitution des biens mal acquis pendant la colonisation qui veulent toucher aux collections françaises protégées par la loi, on a droit à des jolis discours, mais on attend toujours. Ça facilite pas le dialogue, ni la réconciliation. Et la notion de réparation est encore pour beaucoup inenvisageable. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça alors ? On est au printemps de l'année 2016, au Royaume de France. Une partie de la scène antiraciste fait parler d'elle dans la presse. Au cœur de la polémique du moment, un camp décolonial qui aura lieu à Reims, en été, rassemblant 170 participants et participantes, dont 75% de femmes. Originaires du Vietnam à la Colombie, de la Réunion au Rwanda ou d'Algérie, nous nous sommes rassemblés dans un centre privatisé pour l'occasion. Qu'avons-nous toutes et tous en commun ? Nous sommes, à titre individuel mais aussi collectivement, directement impactés par le racisme d'État. Je veux être ferme.
Il y a effectivement des phénomènes de racisme dans notre pays qui sont inconcevables, que nous combattons tous les jours. Il n'y a pas dans ce pays de racisme d'État. Le régime de Vichy était un racisme d'État. L'apartheid en Afrique du Sud était un racisme d'État. Le colonialisme était un racisme d'État. La République française de 2016, avec tous ses défauts, avec toutes ses imperfections, ne procède pas d'un racisme d'État, c'est un État de droit. Des êtres humains muets, noirs, exposés dans 12 tableaux vivants. Le spectacle s'appelle Exhibit B. Amnesty International qui publie ce jeudi un rapport sur l'état d'urgence dénonce des mesures appliquées de manière... Amin Bentoussi était mort d'une balle dans le dos. La justice n'est pas encore prête à condamner des policiers. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Bitch, I'm back. I'm popular the man. Déjà en 2015 et depuis une dizaine d'années, les médias grand public et les politiques condamnaient ces mouvements, qualifiés d'identitaires et sectaires, notamment au prétexte que le mouvement et les revendications qui en émanent proviennent des personnes directement concernées et impactées par le racisme. Je trouve que c'est pas juste de dire que nous sommes en train de dire racialisez-vous. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Nous, on... Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas racialisez-vous. J'ai envie de me dire. Oui, non, mais oui, d'accord. Tous les gens que je vois en train de s'organiser, ouais. C'est autour de la race. Voilà, moi, j'ai essayé de faire simple. Moi, je suis noire. C'est tout. Je suis noire. Je le sais. Je le vis. Je suis traitée comme telle. C'est tout. Est-ce que j'ai décidé d'être noire ? On m'a pas posé la question. Non, mais je finis. On m'a pas posé la question. Ce que je pense de la couleur de ma peau, ce que moi j'en pense personnellement, ne compte pas dans la société et ne compte pas n'a pas compté dans l'histoire. Donc, essayez de dire aujourd'hui, non mais attendez, c'est vous qui êtes en train de racialiser. Je ne sais pas comment dire, à part vous foutez de ma gueule ou quoi ? Il n'y a que ça que je peux dire. Bon, je vais être honnête, il semblerait qu'il y ait une bonne et une mauvaise manière de pratiquer l'antiracisme en France. La bonne, ce serait de parler de bien et de mal, d'être un homme, souvent blanc, de porter un costard-cravate, de monopoliser la parole, de distribuer des bons points aux bons élèves et de condamner les autres. La mauvaise manière serait de parler de pouvoir, de rapports de force, de s'auto-organiser entre personnes concernées, de considérer et de partager nos propres ressources, nos histoires, nos savoirs et nos compétences pour construire une lutte antiraciste solide, égalitaire et capable de sensibiliser, de se bouger et de faire bouger les gens et le pouvoir. C'est ça, faire de la politique au sens large. Le racisme comme système. Chez les nouveaux antiracistes, on fait la distinction entre racisme individuel et racisme structurel. Jean-Marie pense que les Noirs ne peuvent pas réfléchir correctement. Que ce soit dû à son expérience personnelle ou pas, il a un préjugé. Il fait une généralité sur une population entière qui recouvre des tonnes de différences. Les préjugés de Jean-Marie proviennent en majorité et sont entretenus tous les jours par une culture négrophobe, une culture qui propage le stéréotype des Noirs comme étant effectivement puissants, physiques, mais dénués d'intellect. Le racisme structurel, que j'écris avec un R majuscule, c'est quand ces préjugés raciaux sont associés au pouvoir, à l'État, et font système. Ils sont diffusés en continu depuis des siècles par de nombreux acteurs individuels, faisant parfois eux-mêmes partie de structures, les médias, la pub, les institutions, qui les banalisent et en font un système de pensée. La plupart des mots en isme sont des systèmes, pas des opinions personnelles. Moi perso, j'en ai rien à carrer que Jean-Marie ne m'aime pas ou pense que je suis débile. Mais si je passe un entretien d'embauche, si je cherche un appart, si je passe devant le juge ou chez le médecin, si je suis contrôlée par la police ou si mon neveu passe en conseil de discipline et que je tombe sur un Jean-Marie en fonction, ça prend une autre tournure en fait. Le racisme structurel, lui, entraîne des conséquences sur mon accès aux ressources, santé, emploi, logement, éducation, en tant que citoyenne française, sur la base de mon apparence, de mes origines ou de ma culture présupposée. Ma dignité humaine n'est pas reconnue comme telle non plus. Et si je le constate à voix haute, je fais la victime. Je peux juste pas gagner. Et c'est ce qu'on me demande, hein. C'est de la fermer et de siroter de la lèvre toute la journée. En France, on pratique la pensée magique. Ignorons le problème et il disparaîtra. Comme le mot race de la Constitution. Pouf !
Qu'est-ce que ça donne quand on met un antiraciste moral old school et une antiraciste politique new school dans la même pièce ? Non, c'est pas un racisme lié à l'État, c'est un racisme lié à la société, naturellement. Alors, vous parlez de racisme structurel. Je ne crois pas que les Français soient profondément racistes. Je ne parle pas des Français. Il y a des situations qui les amènent à avoir des comportements racistes. Non, il n'y a pas de racisme institutionnel. Vous venez de me dire, oui, à la question, il existe un racisme structurel, et là, vous me dites, non, il n'existe pas de racisme institutionnel. Vous êtes une redoutable rhétoricienne. Je ne vais pas vous convaincre, naturellement. Je suis en situation, par construction, d'infériorité. Donc, je vous rends les armes et je vous dis bravo pour ce que vous faites. Mais j'aimerais vous applaudir, Monsieur Juppé, parce que vous venez d'inverser l'injustice que nous subissons. Vous êtes placé dans la position d'infériorité, alors que concrètement, au quotidien, c'est nous qui subissons la position d'infériorité. Bien sûr, mais je ne sous-estime pas. C'est nous qui subissons les injustices, monsieur. Je pense que c'est juste important de recontextualiser les choses. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Sinon, ce que ça donne, c'est des campagnes antiracistes complètement déconnectées de la réalité, qui ne voient pas l'aspect politique du racisme, pouvoir, ressources, tout ça, et des subventions mal utilisées, qui viennent de ta poche à toi aussi. Et c'est de là que les antiracistes politiques tiennent leur légitimité. Ils et elles sont bien placés pour savoir ce qu'il faut changer. Ils et elles le vivent depuis un bail. Et ils et elles ne sont pas que noirs, arabes, asiatiques, roms. Nous sommes aussi infirmières, agentes d'entretien, enseignantes, ouvrières, écolières, dans l'administration. Et notre expertise est valable. Notre expertise basée sur l'expérience et l'étude dont la France ne veut pas. C'est pourquoi quand on va parler des Noirs en France, on a plus souvent affaire à un mec blanc qu'à une personne concernée qui s'est posé les mêmes questions. Parce qu'apparemment, il n'y a que des Blancs qui sont objectifs sur la question de la race. D'où le camp d'été décolonial. Avril 2016, la diffamation bat son plein. Plusieurs militantes et intellectuels organisent un drôle de procès pour répondre à leurs détracteurs. Accusées et appelées à la barre lors du faux procès de l'antiracisme politique, Siam Asbag et Fania Noël ont défendu leur initiative sans langue de bois face à Nassira Ghenif, en juge impitoyable et sarcastique, sociologue de profession et humoriste à ses heures perdues. Alors, la France de Charlie, peut-on rire de tout ? Alors donc, vous pratiquez la ségrégation inversée, le racisme anti-blanc, le communautarisme, décidément. Et vous êtes un véritable danger pour la démocratie, soyons clairs. Je résume, n'est-ce pas ? Donc à tout point de vue, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on vous donne la parole pour vous défendre. Vous êtes indéfendable. Donc je n'ai pas 1, 2, j'ai 4 amies blanches qui peuvent témoigner. Il y en a une dans la salle. Je ne suis pas raciste anti-blanc. Je l'assume complètement, ça, d'être pour l'abolition de ce système et d'être contre tout ce qui constitue, ce qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être toutes les possibilités de nous-mêmes et ce qui produit de l'injustice. Pour cela, on va définir le pourquoi, le comment, le quand, l'agenda et les modalités de nos luttes, de pourquoi on lutte, comment on lutte, avec qui on lutte, sur quel agenda, est-ce qu'on fait de la convergence, pas de convergence, etc. Et le camp d'été décolonial participe à ça. Ça participe au fait de dire on ne veut pas que vous veniez nous sauver, on s'est sauvé tout seul avant. Ça fait longtemps qu'on lutte tout seul et qu'on lutte avant que vous découvriez que c'était bien de sauver des racisés qui en avaient besoin pour ensuite vous accaparer tout le mérite. Et on fait très bien on fait le job, c'est dur, on prend des coups, mais on les rend parfois. De la même façon que personne pensait qu'une armée d'esclaves mettrait sa race à Napoléon en 1803, je peux vous assurer que nous aussi on va leur mettre leur race. Fin de la mise en contexte. Les recherches Google pour décolonial, le mot sans définition, décollent. Elles reflètent peut-être une tendance plus large. Mais loin des trolls, pirates, haters et autres joutes verbales qui faisaient rage sur les plateaux télé, radio et sur les réseaux sociaux, le CED a bien eu lieu. À notre arrivée, des journalistes nous attendent. Mais s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que parler de politique, c'est s'exposer à l'instrumentalisation de son discours. Parler aux médias, je vous laisse imaginer. Certains et certaines campeuses sont accueillis par une poignée de militants FN qui, du haut de leur blanchité, brandissent une banderole. Ça commence par un camp, point de suspension.